L'IA révolutionne la création de contenu visuel, créer des photos avec l'IA, c'est devenu la norme. Pourtant, quand on veut créer après des visuels qui respectent les codes de sa marque, qui respectent une charte graphique précise, c'est vraiment beaucoup plus complexe. Le problème qu'on a actuellement, c'est qu'il y a un aspect un peu aléatoire des créations visuelles. Avec le même prompt, on obtient des résultats différents. Plongez ensemble dans les coulisses avec Florent, l'un des fondateurs de Pimento Design, et vous allez découvrir justement comment il a créé une solution qui permet de transformer radicalement le travail des équipes marketing et des agences en offrant la possibilité de créer des visuels qui respectent les codes de sa marque. Concrètement, avec quelques euros seulement, alors que ça pourrait prendre des heures pour vraiment travailler votre visuel. Donc que vous soyez marketeur, entrepreneur, pendant 45 minutes, je vais vous partager et Florent vous partagera des insights intéressants qui vont pouvoir booster votre vision de la création de contenu avec l'IA et le futur du branding. C'est un nouveau format vidéo que je teste, donc n'hésitez pas à mettre un like ou à mettre un commentaire si vous appréciez le contenu et à partager votre point de vue. En général, j'essaye sur ma communauté de mettre une semaine à l'avance le nom de l'invité pour recueillir quelques questions de votre part. Donc n'hésitez pas aussi à rejoindre la communauté si vous souhaitez poser des questions aux intervenants. Salut Florent, salut Louis. Merci de venir sur ce podcast. On parle ensemble de l'utilisation de l'IA pour créer du contenu, ton retour d'expérience concret avec Pimento, le potentiel de votre solution et les challenges auxquels vous faites face. On pourra terminer sur la vision du marché et on va rester sur un format 30-45 minutes. Tu es diplômé de Polytechnique et ça fait 2 ans à peu près que tu es sur Pimento. Vous aidez les équipes marketing, les marques, les agences à créer des visuels correspondent et qui respectent la charte un peu le branding en tout cas de l'entreprise et avec un coût attractif. Vous avez levé 3 millions d'euros fin 2023, décembre 2023, dans une logique de continuer de permettre aux équipes d'accélérer leur processus créatif. Est-ce que déjà tu peux commencer par nous parler de Pimento, un peu le wow échec de la solution pour les équipes marketing? Merci beaucoup pour l'invitation. Concernant Pimento, peut-être en une phrase, le wow effect quand on est en agence créative ou dans une équipe brand et marketing, et c'est celui qu'on entend le plus souvent, c'est j'ai l'impression de collaborer avec ma marque, ou j'ai l'impression de parler avec ma marque, j'ai l'impression d'échanger avec ma marque, qui est vraiment cette impression que tu as lorsque tu as une lien un peu personnalisée. On va y revenir après dans ce qu'on fait exactement. Tu as l'impression que ça t'est très personnalisé et que tu échanges avec ton univers, ta marque, ton objet, ton produit. Et c'est une nouvelle sensation qu'on donne au. Ok, ouais, hyper intéressant ce ressenti. Justement, dans le fonctionnement de Pimento, si tu as en quelques mots, comment ça fonctionne et les cas d'usage les plus courants, des exemples concrets. À Pimento, on s'adresse donc aux agences créatives et aux équipes brand et marketing. Et ce qu'on fait, c'est deux choses. On personnalise des modèles d'IA générative, notamment d'images. C'est-à-dire globalement être capable de générer des images reprenant ton style, ton produit, ton personnage, ton univers. Et deux, c'est on donne le contrôle créatif, designer, sur leur génération. Puisqu'on croit beaucoup que le prompt, on a déjà essayé, soit sur Dall-E, Midjourney ou des IA un peu génératives et un peu génériques, c'est extrêmement complexe, surtout lorsqu'on est graphiste, lorsqu'on est designer et qu'on a l'habitude de sketcher, qu'on a l'habitude de travailler des matières, des couleurs, des images d'inspiration. Et ça, faire un prompt, c'est très compliqué. Nous, on personnalise des IA qui font comprendre un univers, qui vont être hyper spécifiques à une direction artistique ou à des objets. Et ensuite, on va au-delà du prompt en permettant de donner beaucoup plus d'indications, de drafter ou de réitérer sur son image. Et donc, du coup, les cas d'usage qu'on a, ils sont assez divers du processus créatif jusqu'à la fin de la production d'un asset final qui pourrait partir en production pour une campagne marketing. Donc, ça peut commencer plutôt par de la recherche graphique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rentrer un mood board, par exemple, et explorer un univers pour vraiment le challenger et faciliter la discussion entre les directeurs artistiques, rapidement mettre des images sur des idées, ou à partir, alors si on prend un cas très simple qu'on a, c'est à partir d'un feed Instagram, de récupérer le style d'une marque et de produire l'ensemble des assets qui vont nourrir des prochains posts. Ok. Et ça, justement, est-ce que vous avez la fonctionnalité actuellement de pouvoir partager des liens et de récupérer automatiquement du contenu, par exemple, là, comme tu disais, d'un fil Instagram ou Pinterest, d'autres réseaux où il y a pas mal de visuels? Ouais, donc aujourd'hui, il faut que ce soit toi qui les upload. Non, mais ça, c'est très rapide, hein. Donc, le D'accord. modèle peut être entraîné à partir de 4 images. Tout va dépendre exactement de la qualité d'image que tu veux, de la profondeur, de perfection de ton style. Mais à partir de 4 images, tu peux déjà commencer à capter un univers, un style, un produit, un objet. Donc, c'est quand même pas très complexe de trouver 4 images.
mais on y réfléchit, le fait d'avoir une sorte de cloud automatique. Créer un prompt pertinent pour de la génération de visuels. C'est vrai que ça, c'est compliqué. Dans leur quotidien, c'est compliqué aussi de passer du temps à se former dessus et à savoir bien prompter. En plus, il y a plein d'outils différents, même s'il y a des points en commun en termes de prompting. Enfin, la techno derrière, c'est quand j'ai fait mon texte, donc de manière assez basique, vous avez un générateur de prompt peut être différent en fonction du client ou de certains paramétrages. Ouais, alors je vais te donner un exemple concret, ça permettra sur les choses. Et peut-être avant, juste une remarque, il y a autre chose aussi qu'on entend beaucoup au-delà du prompt, c'est le besoin de cohérence entre les images. C'est-à-dire que quand bien même je réussis à avoir un super prompt qui donne exactement ce que je veux avec le bon angle de caméra, la bonne personne, les bons éclairages, le bon setup, si je veux derrière produire d'autres images dans le style ou en reprenant les principaux éléments, il y aura vraiment une cohérence parce que je fais un storyboard, une campagne, et que tous ces enjeux-là, c'est pas juste produire une image, c'est produire un set d'images cohérentes entre elles. Ça, c'est extrêmement compliqué. On travaille aussi beaucoup sur cette cohérence. Je vais donner un exemple qu'on a là en bêta test et qui est assez avancé dans le cadre d'une campagne marketing pour un produit, on ne met pas, mais imaginons un produit. Aujourd'hui, nous, on va entraîner plusieurs modèles d'IA. D'abord, un modèle sur un style d'image et un univers. Donc, prenons par exemple des photos assez peu saturées d'une maison pavillonnaire au mur blanc avec un jardin. Donc, on va prendre une dizaine de photos de cette maison, de l'intérieur de cette maison. Et ensuite, quand je vais prompter un canapé, ça va me faire un canapé dans cette maison, dans ce style, avec ce style photographique. Donc, je ne vais pas avoir besoin à chaque fois de redécrire quelle est la luminosité, quel est l'éclairage, quelle est la position de la caméra, etc. On va déjà apprendre à l'IA dans quel setup on est. Ensuite, on va bien entraîner des modèles sur des acteurs. Imaginons qu'on prenne un modèle où on prend 10 photos d'un comédien ou d'un mannequin. On va être capable d'ailleurs, quand on va dire un homme, de s'assurer que ce soit cet homme-là. Et finalement, troisièmement, on va pouvoir entraîner un modèle sur le produit en question et s'assurer que, imaginons que ce soit un mug, et que lorsque j'entraîne sur mon mug et que je demande dans mon compte un mug, ce soit exactement le mug que j'ai mis dans mon modèle. Donc du coup, à la fin, ton compte, c'est un homme assis sur un canapé avec un mug dans la main, rien que ça, et ça va te donner la maison que tu as rentrée avec toutes ses caractéristiques, l'homme que tu as rentré avec toutes ses caractéristiques et le produit que tu as rentré avec toutes ses caractéristiques. Ok. Ouais, hyper intéressant. Un peu comme si tu pouvais taguer certains éléments que tu prenais dans ta bibliothèque, les mêmes éléments et OK, ça te génère l'image. Ok, hyper intéressant en termes de cas concrets. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça en fonction de différents... Parce que j'imagine que en fonction des clients que vous accompagnez, j'ai pu voir qu'il y a les équipes marketing brand, mais il y a aussi les agences. Les exemples peuvent varier. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça sur ces typologies de clients différents? Bon, déjà, il y a deux grosses typologies d'assets qu'on va fournir. Un, c'est plutôt de l'illustration de la 3D. Deux, c'est plutôt de la photo. Illustration et 3D, alors surtout l'illustration. Donc, on a quand même beaucoup de marques qui dépendent d'illustration parce que ça coûte moins cher que de faire des shoots et que par ailleurs, c'est plus impersonnel quelque part. Donc, ça permet aussi d'avoir une identité de marque qui est plus affirmée, avec des couleurs plus affirmées, des styles de trait, des styles de partage plus affirmés. Donc, on a beaucoup ce use case-là. Sauf que c'est très complexe, une fois qu'on a, disons, 10 illustrations, de faire la 11e, la 12e, la 13e, si on veut vraiment respecter ce style. Donc, on a beaucoup de clients, que ce soit notamment en SaaS, certains produits un peu de certains clients dans le service, comme les assurances, mutuelles, etc., qui dépendent en fait beaucoup de ces illustrations, qui viennent chez nous à la fois pour travailler autour de leur marque, donc déjà faire plusieurs essais, de se dire, on va réfléchir à la campagne de Noël, quel type d'illustration, comment est-ce qu'on pourrait étendre quelque part notre univers de marque, et deux, ensuite les produire, les raffiner, voire parfois repasser sur Illustrator ou sur Photoshop ou sur d'autres logiciels, vraiment l'éditer, et in fine passer sur des assets de production. Donc c'est un cas d'usage qu'on a aussi beaucoup sur les illustrations, pour te donner un autre exemple au-delà de la photo et de l'image. Et justement, c'est dans la création de contenus visuels, sur l'aspect du processus créatif, tu parlais que certaines équipes pouvaient continuer à utiliser leur outil existant, Photoshop par exemple. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils font des allers-retours entre du coup le visuel que vous créez et puis après ils vont éditer, ils vont faire des petits ajustements sur Photoshop, peut-être revenir après? Comment en fait le contenu que vous générez s'intègre dans leur process interne de création? Nous, on voit Pimento comme un créateur d'images cohérent, de haute qualité
et dans ton style globalement, comme je l'expliquais tout à l'heure. Là où Photoshop va plutôt être, en tout cas aujourd'hui, dans la partie d'édition d'image et le raffinement au pixel, là où nous, on est plutôt dans la création à l'échelle globale de l'image et des concepts. Donc, ce qui arrive, pas toujours d'ailleurs, c'est que certains visuels produits et créés chez nous, sur lequel quand même le designer, le créatif a itéré, repasse un petit peu sur Photoshop pour quelques retouches de post-production globalement, comme on le fait aujourd'hui avec un shoot, voire même avec des premiers drafts si on parle d'illustration. Et ça a de moins en moins vocation et tendance à être le cas dans la mesure où les modèles sont de plus en mieux et on arrive quand même de plus en plus à ne pas avoir recours à l'édition en post-production. J'imagine que l'objectif, c'est éviter l'utilisation d'un outil, d'un autre outil. Ouais, après ça dérange pas. En général, il y a des outils qui sont très bons à certains éléments. C'est très bien aussi qu'ils soient intégrés au workflow. Et je pense que tu demandes à n'importe quel designer, il utilise forcément une dizaine différents en fonction de est-ce qu'il est bon en couleur, est-ce qu'il est bon sur tel type d'éléments, est-ce qu'il est peut-être bon sur de la sélection de pixels. Donc en fait, ça ne nous dérange pas que certains autres outils arrivent en amont ou en aval de la pipeline. Et lorsque Pigmento est un élément essentiel dans la création et l'itération sur les premières images. Ouais, j'imagine que dès qu'il y a une valeur ajoutée pour la personne, c'est là où c'est intéressant pour vous. Justement, ce retour d'investissement, ce gain, concrètement, est-ce que tu as un petit peu des chiffres à partager là-dessus? Parce qu'il y a la temps, mais il y a aussi la partie parfois qui est plus difficile à évaluer, qui est la qualité du contenu. Et là-dessus, ouais, tu as des éléments? C'est hyper difficile de faire des moyennes dans la mesure où tu as plein de types d'équipes, tu as plein de types de contenus. Ce que je peux te dire, c'est que la semaine dernière, on a échangé avec un des clients qui nous a dit qu'il avait fait en une demi-journée ce qu'il aurait fait en une semaine. Et c'était souvent cet ordre-là de diviser, alors 10 par 4, par 6, par 10, le temps, j'ai pas envie de te dire n'importe quoi. Donc là, ça, c'est un vrai retour d'expérience qu'on a, que je ne généralise pas. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que utiliser l'IA, c'est pas forcément que gagner du temps et augmenter sa productivité, c'est aussi augmenter les possibles. Et on a aussi beaucoup de clients qui nous disent, souvent on se mettait autour de la table en début de campagne, on faisait un brainstorm, on disait si on pouvait faire ça. Et après, on regardait le planning, on regardait les ressources, on regardait ce qu'on savait faire, et in fine, ça devient quelque chose de beaucoup moins intéressant, beaucoup plus flashy, et on sort de la réunion toujours un peu frustré. Aujourd'hui, ça devient possible de faire des choses beaucoup plus complexes, d'itérer beaucoup plus autour d'un concept. Donc, in fine, ce qui avant prenait une semaine peut maintenant prendre une demi-journée ou une journée, mais on va quand même se garder la semaine pour aller beaucoup plus loin dans le concept et en fait élever son contenu de marque, élever son visuel. Hyper important pour une agence ou pour une équipe brand et market, parce que le vrai sujet quand tu as une identité de marque, c'est de l'approfondir, c'est de l'asseoir, c'est de s'assurer qu'elle soit cohérente, c'est de t'assurer non pas forcément de produire le plus de contenu possible, mais de produire le contenu de qualité et pertinent à un moment donné. Et donc, c'est ce temps-là, quelque part, qui a remplacé le temps pur de production pour aller plus loin dans la production visuelle. C'est sûr que s'ils mettent une demi-journée à la place d'une semaine, ils ont quand même après une bonne partie de la semaine où ils continuent en fait de créer, et ce temps, il va être alloué sur aller plus loin dans challenger leur univers de marque, aller plus loin dans leurs idées. C'est vrai parce qu'ils mettent 10 fois moins de temps qu'ils vont faire 10 fois plus de campagnes, globalement. Ils vont produire 10 fois plus de visuels. C'est quoi? Potentiellement prendre le même temps, mais le visuel final, il sera beaucoup plus impactant. Et on a là, je pense, un autre utilisateur qui nous a expliqué qu'ils avaient eu des retours de leurs... Donc, c'est des publications sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Ils nous a expliqué qu'ils avaient eu des retours de leurs followers et de leurs clients sur « on a vu que vous avez changé un petit peu votre ligne éditoriale ou votre type de contenu sur vos feeds de réseaux sociaux. C'est cool. » Là où avant, c'était des images beaucoup plus classiques, beaucoup plus un peu lambda. Les images sont plus complexes. La DA est beaucoup mieux respectée. Ils sont amusés vraiment. Ils ont fait des idées créatives. Et en termes de héros, quelque part, alors c'est plus dur à maîtriser parce que c'est un peu de la brand awareness et de l'attachement quelque part à la marque. Là, pour le coup, ils ont super retour. C'est sûr que quand il y a des retours proactifs comme ça d'utilisateurs, de followers sur les réseaux sociaux, et c'est hyper gratifiant. Donc la stratégie sur les créateurs, tu la vois plutôt en pas forcément faire plus, mais faire mieux. Et du coup, utiliser l'IA pour se différencier par la qualité de son contenu par rapport à avant, comme si ils avaient mis énormément de budget en plus pour faire du contenu de qualité. Et c'est peut-être le ressenti qu'a eu la personne ou les personnes qui a contacté la marque en se disant « Ah ouais, ils mettent beaucoup plus de budget, c'est mieux, ok. »
Le sujet, enfin, c'est une des croyances qu'on avait fondamentalement en montant la boîte. C'est que l'avenir, c'est pas de produire toujours et toujours et toujours plus de contenu, qui d'ailleurs sont sur des réseaux et des canaux qui sont déjà sursaturés. C'est de réussir à produire le bon contenu. Alors, produire le bon contenu, ça passe potentiellement par en produire un peu plus pour faire plus de tests, mais ça veut dire aussi passer plus de temps sur les phases amont, donc avant la production et avant la distribution, donc vraiment sur les phases de réflexion, test, d'aller-retour, de challenge, pour vraiment apporter de l'intelligence créative. Quand vous parlez de votre solution, que il y a toujours cette question d'adoption quand c'est tellement nouveau et que ça impacte tellement leur organisation en interne. Est-ce que le challenge, actuellement, tu le vois côté technique ou côté humain? Et est-ce que toi, tu as un petit peu des phrases qui te viennent en tête quand tu partages la solution où là, tu te dis le challenge il est plutôt dirigé côté technique ou de côté humain? Ça évolue pas mal. Si tu m'avais posé la question il y a 1 an, je t'aurais dit humain, au sens de l'IA fait peur, ça va tous nous remplacer, et cetera. Et il nous est arrivé qu'on nous refuse des calls, ou qu'on annule des calls un peu dans les moments un peu peur de ça. Je pense que maintenant, tout le monde a commencé un peu à tester. Tout le monde a vu des super exemples. Pas mal de gens ont compris l'intérêt, que ça allait changer sur leur métier, mais quel intérêt ça pourrait avoir. Et aujourd'hui, le sujet, il est un poil plus peut-être technique en termes de prise en main, parce que ça reste quand même des outils, mais comme n'importe... Enfin, tu parles de Photoshop, un néophyte ne peut pas utiliser Photoshop, ne va pas utiliser tous les logiciels qui sont déjà utilisés aujourd'hui. Figma, aujourd'hui, qui est devenu très complexe. Donc, il y a quand même cette techno qui est nouvelle, qui est difficile à bien maîtriser, surtout si tu veux vraiment l'optimiser, la personnaliser, et qui en plus contient quelque chose que ne contenaient pas les anciens logiciels de créa, qui est de l'aléatoire. Quand je demande un chat bleu, j'aurai pas toujours le même chat bleu. Et parfois, d'ailleurs, ce sera un chat un peu bizarre. Ou si je suis sur Photoshop et je trace un trait entre un point et un autre point, moi, ça fera toujours un trait de pixel entre les mêmes points. Donc, il y a aussi ce sujet-là, quelque part, qui est un sujet à la fois technique et humain. Et c'est vrai que c'est frustrant, en fait, pour quelqu'un qui a une idée très précise de ce qu'il veut faire et qui a un univers de marque en tête et à respecter, c'est frustrant de voir en fait cette partie un peu d'aléatoire, de hasard dans la génération. Et parfois, ça peut très bien fonctionner, mais souvent quand même, ça tombe un petit peu à côté. Il y a toujours des petits « Ah, j'aimerais bien changer améliorer ces petits… » C'est là que les toi interviens, parce que typiquement, je parle d'une des fonctionnalités qu'on a au-delà de l'entraînement des modèles, c'est qu'aujourd'hui, tu vas être capable, à partir d'une image, de dessiner. Imaginons que tu vas y rajouter un soleil qui fasse une certaine taille et qui ait une certaine couleur, une certaine teinte de jaune sur ton image. Tu vas pouvoir directement le dessiner à un endroit, quand un sketch fait rapide avec une certaine couleur, et ensuite demander à l'IA de t'intégrer un soleil dans ton style à cet endroit précis. Donc, on te redonne quelque part, tu sais, quand on travaille de contrôle et de personnalisation, c'est justement plus cette frustration pour redonner finalement aux créatifs le pouvoir vraiment de donner vie à ces idées et non pas à une idée qui est un peu proche, mais pas exactement celle-ci. Ouais. Et où tu te dis, bon, c'est pas tout à fait ça, mais bon, il y aurait pas mieux. Et tu as des gens qui vont... Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quand tu parles aux gens qui utilisent beaucoup l'IA, c'est qu'ils vont itérer pendant des heures et des heures et des heures et des heures sur le prompt. Et ouais, j'avais tous les synonymes possibles du prompt, et ça, c'est pas possible. Enfin, les gens ont complètement marre. Là où tu pourrais très bien dire, c'est juste cette partie-là de l'image que je veux changer, et tu me rajoutes tel élément à tel endroit. Et c'est vers là que nous tend. C'est quelque chose de beaucoup plus interactif qui passe bien au-delà du texte pour vraiment itérer et aboutir au visuel un peu le souhait. Ok. Du coup, il y a 1 an, tu parlais plutôt de le challenge humain d'adoption. Là, tu estimes que les gens sont plus éduqués sur le sujet, ont exploré. Le challenge, du coup, est-ce que tu le vois techniquement pour améliorer l'outil, avoir des fonctionnalités, créer de nouvelles fonctionnalités qui vont continuer d'accompagner, ou est-ce qu'il est ailleurs peut-être aussi Il y a deux sujets sur lesquels on travaille. C'est quelque chose de purement technique, donc vraiment sur les modèles. Alors, quand on parle de modèles, souvent, c'est pas un seul modèle, c'est plein de modèles, mais si tu prends les modèles très connus, c'est jamais un seul modèle, c'est souvent des pipes, c'est des grosses tuyauteries quelque part. C'est le travail sur ces grosses tuyauteries pour permettre 3 choses. La qualité, tu veux une qualité d'image que tu peux utiliser en digital, en print, et qui en tous les cas va fortement augmenter. 2, la cohérence. Encore une fois, tu veux pas une seule image, toutes les images soient cohérentes entre elles, au niveau du style, au niveau des objets. Et 3, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est le contrôle.
C'est que tu veux une image de bonne qualité, cohérente entre elles. Tu veux pas que ce soit à peu près. C'est que tu veux réussir, toi, en tant qu'utilisateur, que ce soit cette bonne image-là. Donc, là, c'est le premier objectif, ce sujet un peu de technique. Il y a un autre challenge technico-produit, j'ai envie de te dire, c'est comment elle a lieu cette interaction, ce nouveau type d'interaction entre l'IA et le créatif, avec quel est-ce que c'est par du texte, par de la voix, par des pinceaux comme on avait auparavant, par des zones de sélection. Donc, c'est comment vraiment tu accompagnes cette nouvelle interaction machine quelque part pour vraiment permettre le plus de fluidité. En tout cas, nous, ce qu'on croit, c'est que c'est pas du tout le prompt. Du coup, en termes d'utilisation et d'expérience, côté produit, vous estimez que c'est où c'est et comment, vers quoi tendre en fait pour simplifier l'expérience et respecter ces critères de qualité, de cohérence, de contrôle. Ouais. Alors, le prompt en fait partie parce que tu dois quand même à un moment décrire, tu peux décrire ce que tu veux, mais l'image en fait partie. Il est beaucoup plus simple, enfin une image vaut 1000 mots globalement, mais d'aller chercher des images d'inspiration, dire c'est vraiment cette structure-là que je veux, plutôt que de décrire une structure. Tu sais, je te donne un exemple, on a travaillé la semaine dernière sur des photos qui exploitaient des bulles de savon. Et tu as plein de types de bulles de savon avec des irisés plus ou moins développés, avec des fonds, des types de lumière et plein de types de savon, de bulles de savon. Va-t-on décrire un type de bulle de savon précis? On n'a pas beaucoup de mots. C'est des gens qui ont plus de mots pour décrire certains objets. Dans ce cas, on n'a pas beaucoup de mots, même l'anglais n'a pas beaucoup de mots pour décrire les types d'irisation sur des bulles de savon. Là où, si tu as une image d'inspiration, où on reprend certains éléments, certaines couleurs, etc., c'est nous. Ok, c'est clair. Et en plus, le créatif qui doit générer cette bulle, il est expert des bulles. C'est aussi du temps après que normalement il devrait passer pour décrire précisément. Juste avant de passer sur un peu la deuxième partie qui est la vision de l'IA sur les contenus photos comme ça, il y a un point que tu n'as pas du tout parlé, qui est peut-être un bon sujet, c'est le coût. Le coût de la génération d'un contenu, forcément pour une campagne marketing avec un gros budget, et c'est peut-être pas un sujet, mais sur des... Je crois qu'il y a des startups qui utilisent votre solution comme Joko, qui l'utilisent aussi dans la création de contenu sur les réseaux sociaux. Ça peut être plus difficile d'avoir un budget important sur juste une photo Instagram. Là-dessus, est-ce que tu as un ordre de grandeur à partager en termes de coût, et est-ce que c'est un sujet ou pas? Honnêtement, c'est pas un sujet aujourd'hui. Alors, surtout quand on parle là de coût, c'est pas juste le coût de la génération de l'image, c'est aussi le coût de temps. Aujourd'hui, beaucoup là-dessus, comme le temps que la personne va passer sur l'outil, le temps que la personne va passer à se former, etc. Donc, c'est un puissant temps aujourd'hui en valeur financière pure. Et derrière, comme aussi, il y a un sujet de ROI. Enfin, une startup qui, du coup, derrière des utilisateurs qui vont lui faire des retours très positifs sur ses visuels, et OK avec le fait de payer bien aussi. Mais aujourd'hui, les coûts restent quand même très bas. Enfin, nous, on est sur un système d'abonnement avec des crédits. Et les coûts de production d'une image, quand même, peut-être faible comparé à ce que tu pourrais faire si tu le faisais toi-même, voire si tu l'achetais en banque d'images, sur stock. Ok, ouais. Moi, je ne me rends pas forcément compte du coût avec l'abonnement mensuel. Ça se fait pour un contenu basique sur un réseau social. C'est quoi l'ordre de grandeur à peu près? Nous, aujourd'hui, on est à $39 par mois. Et ça te permettrait, avec ce qu'on te propose, de générer plusieurs contenus aux réseaux sociaux par mois. Ok, ça marche. Donc, c'est très peu. Enfin, Ouais. ça se situe. Alors, c'est encore une fois très difficile parce qu'en fonction du nombre d'itérations que tu veux faire, en fonction du Bien nombre sûr, bien sûr. en fonction du style, etc. On a aujourd'hui, moi, j'ai en tête une agence qui fait assez peu d'itérations. Enfin, elle a un style très précis. Elle arrive à avoir un résultat utilisable sur ses réseaux sociaux, soit dès le premier coup, c'est-à-dire même pas en faisant des itérations. Je peux faire avec ce qu'on te propose en format mensuel, je peux clairement, elle serait capable de faire des posts quasiment toutes les 4-5 heures avec $39 par mois, même s'il faut aussi prendre en compte le coût de la personne qui va prendre les dernières. Bien sûr, et qui va passer du temps quand même sur l'outil. Ça marche. Pour basculer, du coup, ça va sur la partie un peu vision future sur les contenus photos. Toi, c'est quoi ta vision long terme sur ce sujet-là, sur la partie création de contenu, et notamment
le futur des campagnes marketing, réseaux sociaux, web, print? Comment tu, tu, tu vois le futur des visuels Avec beaucoup d'IA et puis, enfin, nous, on croit vraiment qu'il y a un vrai sujet. En gros, peut-être, l'IA permet à beaucoup de gens de produire plein de choses de bonne qualité. Ça veut pas dire que les gens font des choses pertinentes. En tout cas, on arrive quand même à élever très fortement le niveau moyen des contenus. Beaucoup d'autres, alors l'IA n'est pas le premier dans cette histoire, hein. Le téléphone, enfin l'iPhone, là, a permis de faire des superbes photos. Tu as plein de logiciels qui te permettent de dessiner. Il y a eu plein d'innovations technologiques, même pas technologiques d'ailleurs, qui ont permis quand même à gens en capacité quelque part, beaucoup de gens à faire des super trucs, ce qui fait que le niveau moyen d'attente du consommateur augmente fortement. Et là, il suffit de regarder, j'ai regardé encore récemment la bande-annonce de Toy Story 1, qui date d'il y a assez longtemps, qui était à l'époque une révolution et qui aujourd'hui serait plus légitime. Donc, l'attente moyenne en termes de qualité de contenu du consommateur va augmenter. Et donc, l'IA va accompagner. Donc, l'impact pour moi de l'IA, ça va être aussi peut-être de faire évoluer, de faire augmenter les attentes des utilisateurs. Et par ailleurs, on a beaucoup aussi dans des modèles personnalisés. C'est-à-dire qu'il y aura un vrai sujet pour une marque de bien respecter son identité de marque. Enfin, pour une marque, un univers, il semblerait de bien respecter son univers et de réussir à diversifier, à devenir un univers suffisamment unique, suffisamment reconnaissable. C'est un peu l'objectif de toutes les équipes, de toutes les agences. Et ce vers quoi tout le monde est en train de courir, c'est comment est-ce qu'avec peu, tu réussis à être facilement reconnu. Et ça va être encore plus un enjeu, puisque finalement, la production simple de contenu va être beaucoup plus démocratisée en quelque sorte. Ok. Et du coup, est-ce que tu vois que une démocratisation du branding et d'un branding de qualité pour beaucoup plus d'entreprises, une entreprise qui a par exemple un département marketing, mais pas forcément des designers et un département branding à part entière, est-ce que tu vois vraiment une cohérence et une création d'identité de marque à l'avenir beaucoup plus forte qui va permettre, en termes d'expérience, forcément d'améliorer l'expérience et de permettre aux consommateurs de se rattacher à des valeurs, à une marque? Est-ce que tu penses que c'est possible? Il y a deux sujets là-dessus. Il y a la création de l'univers de marque et il y a l'exploitation de cet univers de marque. Sur l'exploitation de l'univers de marque, l'IA permet de faire déjà énormément de choses. C'est-à-dire que dès lors que tu as des modèles personnalisés, que du coup, tu sais les contrôler en termes de c'est ce produit, c'est ce type de couleur, c'est ce type de point de vue, c'est ce type de photo. Enfin, il y a vraiment des règles, quelque part, qu'il y a une sorte de brand book étendu à travers lequel tu vas générer. Là, pour le coup, tu contrôles beaucoup plus la marque et tu en assures la cohérence lorsqu'elle est développée et qu'elle est mise en œuvre. Sur la partie création de l'univers de marque, aujourd'hui, je pense qu'il manque quand même quelques éléments à l'IA qui sont des éléments relatifs à une forme de culture qu'ont aujourd'hui les directeurs artistiques, par exemple, et à la compréhension aussi de sa marque en tant que telle. Il faut forcément une empathie avec la boîte pour essayer vraiment de comprendre ce qui est finalement ce qu'elle est. Et troisièmement, il y a aussi un sujet, donc il y a une compréhension de marché aussi, je rajouterai comme élément, savoir à qui tu t'adresses. Et il y a un sujet d'originalité, certainement de décalage, là où il y a quand même aujourd'hui techniquement tendance à moyenniser les choses. Donc aller chercher des idées très nouvelles, je ne vais pas dire disruptives, mais en tout cas un peu décalées, l'IA peut t'aider parce que tu as une forme d'échange avec l'IA et parfois il y a des scoring, il y a des captures, ça te fait penser à quelque chose, mais elle n'est pas encore capable de te proposer le décalage pertinent, nourri de culture, qui va vraiment parler à ta marque et à tes utilisateurs. Alors moi, ça me paraît complexe, même dans un avenir assez proche, de pouvoir créer un branding avec l'IA. Moi, je suis entièrement d'accord. Enfin, c'est là où, pour moi, il n'y a pas du tout. Enfin, il y a une évolution des métiers des créatifs. Il n'y a pas du tout une suppression de ces métiers. C'est que c'est extrêmement complexe que d'avoir de l'empathie, que d'avoir de la culture. Enfin, c'est de la culture pertinente pour ton marché. Il y a une vraie réflexion très complexe et très difficile à objectiver, par ailleurs. Surtout, il y a une forme d'expérience, une forme de pratique aussi qui. Je ne sais pas. Alors, tu pourrais aujourd'hui demander à l'IA de te générer facilement un logo, une palette de couleurs, et si tu n'as pas trop d'ambition pour ta marque, ça va fonctionner. Et ça ne deviendra pas, à mon sens, quelque chose d'extraordinaire, sauf chance. Et clairement, on aura toujours besoin en tout cas pendant assez longtemps encore, je pense, de jeux de cerveau humain. Mais par contre, un truc qui est clair, c'est cette partie accessibilité.
comme cette accessibilité avec l'IA, elle est très importante et n'importe qui peut réutiliser un contenu existant, le transformer même forcément avec des transformations mineures. Sur le long terme, comment tu vois justement cette évolution avec peut-être un cadre qui va réglementaire, juridique, éthique sur les plateformes, même sur du print. Comment tu vois cette évolution qui est assez complexe quand même. Ouais, c'est un peu le Far West du film dans tous les cas, tant du point de vue des modèles que du point de vue des usages qui en sont faits. Déjà, il faut dire qu'il y a un cadre qui existe. Tu vois, aujourd'hui, il y a des sujets autour des fake news, mais même autour de la récupération d'images de marque. C'est-à-dire que moi, je peux prendre une IP, enfin, si je prends Tintin, par exemple, je peux très bien entraîner un modèle chez nous sur Tintin et créer un nouveau Tintin sur Pimento. Aujourd'hui, quelqu'un qui sait bien dessiner pourrait déjà le faire. Donc, il y a déjà un cadre où je pourrais demander à quelqu'un qui sait très bien dessiner, en lui donnant une planche d'inspiration très précise, de me reproduire quelque part le même type d'illustration et les utiliser derrière. Donc, ce problème aujourd'hui de ce que devient une IP, ce que devient un style et qu'est-ce qu'un style existe déjà. Et d'ailleurs, il y a une littérature assez fascinante sur le droit et le Seigneur des Anneaux, le droit et les jeux vidéo. Enfin, là, la difficulté, c'est que c'est rendu très accessible. Le sujet, c'est que est-ce que tu vas pas, enfin, comment est-ce qu'une marque veut protéger, enfin, le département IP d'une marque, est-ce que tu le fais x10 parce qu'en fait, n'importe qui peut créer des visuels avec un sac Louis Vuitton, par exemple, et faire semblant de le vendre sur des plateformes. Là-dessus, honnêtement, il y a un vrai sujet. J'ai pas de réponse, tant sur le sujet des modèles, est-ce qu'il faut contrôler les modèles que contrôler les usages. Je suis beaucoup plus contrôler les usages, contrôler les modèles en tant que tels à la base. Et je pense qu'il y a la responsabilité fondamentale de la personne et de l'acte d'utilisation de ces modèles, plus que la création de ces modèles. De la même manière qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sait très bien dessiner, c'est sa responsabilité que de dessiner quelque chose qui ressemble à Tintin. Tout comme quelqu'un qui va générer des contenus violents, etc. Ça reste de sa responsabilité s'il la diffuse. Donc, beaucoup plus du côté de la responsabilité de créateur, quelque part, de celui qui va le publier. Mais il est clair que ça va être un enjeu. Et je pense que pour moi, en tout cas, l'enjeu principal, c'est sur le sujet de l'information. C'est qu'il y a des fake news, qu'on aura plus de sujets au-delà des IP, où il y a des enjeux commerciaux. Côté utilisateur, j'ai l'impression, je ne sais pas si tu partages ce point de vue, que quand on voit que c'est un contenu IA, c'est un peu frustrant parfois, parce qu'on a l'impression c'est la machine qui a fait ça, et il n'y avait pas d'humain, et en fait, j'ai l'impression de me faire manipuler. Plus que quand c'est un branding fait par une équipe. Est-ce que tu partages ce point de vue, Ali? Est-ce que tu vois un futur possible où tous les contenus IA devront être tagués? Et est-ce que tu aussi que ça impacte plutôt négativement la perception des utilisateurs? Moi, d'abord, je ne sais pas ce que c'est qu'un contenu IA. Parce que de l'IA, il y en a dans Photoshop, par exemple, si on prenait Photoshop depuis déjà très longtemps, sur des fonctionnalités qui, via de l'IA, de la retouche de photos, via de la correction de lumière ou de balance des blancs, fonctionnent déjà avec de l'IA. Et l'IA, elle est déjà de très longtemps dans choses avec lesquelles on interagit. Et par ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, un contenu IA, il y a quand même de l'humain derrière, parce que tu mets du prompt, tu mets des entraînements, tu fais de la sélection d'images. Donc, un contenu pur IA, j'ai un peu du mal à voir ce que c'est exactement. Effectivement, sur Instagram, tu as maintenant le tag sur certains posts, etc. Je pense que c'est assez transitoire comme réflexion, dans la mesure où la plupart des contenus vont être produits en partie avec de l'IA, et qu'on aura tellement plus de temps de distinction que ça, tellement ça deviendra naturel. Si je pense au film aujourd'hui, quand tu regardes tous les effets spéciaux, tu as de l'IA partout dans les films. Alors, ça reste du film, on dépend de la réalité, je suis d'accord, mais tu as quand même de l'IA partout dans l'ensemble de tes films, et on ne dit pas c'est produit avec de l'IA. Donc aujourd'hui, c'est un peu, c'est nouveau, donc on a besoin de le taguer, on a besoin de le mettre. Et je pense que sur certains sujets, notamment dès lors que ça se rapproche de la vérité, dès lors qu'il y a des sujets autour de l'information, autour de la reprise d'éléments existants, autour de l'IP, etc. Là, il y a un besoin de protection. C'est peut-être plus pas tant que ce soit avec de l'IA que ça a été, c'est que le fait qu'on ait utilisé des inspirations existantes au début qui est important. Mais je pense que l'IA va devenir tellement quelque chose d'intégré, et on le voit aujourd'hui. Peut-être tellement de campagnes qui commencent avec de l'IA, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, tu as beau faire un film, d'ailleurs un peu un spot publicitaire aujourd'hui, il est certes tourné, potentiellement avec une vraie caméra et des vraies personnes, mais aujourd'hui, un créatif, le directeur artistique qui bosse sur ce spot,
il a certainement commencé sur Midjourney à faire ses premières réflexions. Donc, in fine, le spot, il est déjà intégré Lydia à un moment ou un autre. Ouais, non, c'est clair. Et en effet, cet aspect transitoire, et peut-être que temporaire. Et sur l'aspect est-ce que tu partages, alors et c'est aussi peut-être temporaire, cette réflexion de parfois quand on voit un contenu IA sur une marque, on peut se dire, on perd un petit peu de caractère. Je pense que c'est temporaire. C'est justement lié au sujet, un, de la qualité et deux, du contrôle et de la cohérence. J'avais juste une réflexion qui me venait en tête, c'était de se dire, finalement, comme ça améliore le contenu dans sa globalité, comment se différencier maintenant dans un contenu qui est de plus en plus qualitatif? Est-ce que c'est pas parfois j'imagine qu'il y a l'aspect branding et d'aller loin dans un univers, mais est-ce que parfois des retours à un contenu très brut permet pas de créer une différenciation dans un futur où on a des contenus globalement très très quali, quoi? Bah, complètement. Bah, si, si. Enfin, c'est là où il va falloir aller chercher dans l'histoire du branding, même l'histoire de l'art, l'histoire de ce qui. C'est là où il peut être innovant. Et là, en plus, on parle que de contenu statique, mais après, il y a tout un enjeu sur les contenus immersifs et beaucoup d'autres univers de communication qui sont ouverts aussi aujourd'hui. Et très clairement, c'est là où on va avoir besoin des meilleurs créatifs pour trouver comment se distinguer. Qu'est-ce qu'ils savent déjà faire, enfin, c'est ce qu'ils font depuis toujours avant hier. Mais il y a des campagnes aujourd'hui qui sont extrêmement percutantes. Tu as une lettre et deux couleurs et ça fonctionne de cette manière. Il ne faut pas forcément avoir une image très complète. Ouais. OK, hyper intéressant. Et pour terminer, du coup, sur une personne qui souhaite creuser le sujet de l'IA, avancer, qui est dans une équipe marketing, c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite avancer là-dessus? Donc voilà, Évidemment, de se créer un compte sur Pimento.design. Non, c'est d'avoir une approche en se disant, je teste et ça va pas être dingue dès la première fois. Alors, il y a souvent un décalage entre ce que tu vas voir sur Twitter, sur LinkedIn, sur les différents réseaux. Tu as l'impression que, waouh, en 3 mots, tu vas pouvoir faire des choses exceptionnelles. Et ensuite, une grosse déception quand tu arrives sur l'outil et qu'en fait, tout ce que tu fais, c'est nul. Et pendant des itérations, c'est vraiment hyper moyen. Savoir qu'il y a quand même cette courbe d'apprentissage, quel que soit l'outil. Des outils qui sont plus ou moins simples à utiliser, plus ou moins techniques. Mais il y a vraiment ce sujet de se dire, faut tester, faut en tester. Moi, je pense qu'il faut en tester plusieurs. Je ne sais pas pour ma paroisse, mais il faut quand même en tester plusieurs pour bien comprendre comment différents éléments fonctionnent. Et ensuite, il y a plein de personnes qui font des podcasts, des newsletters, des vidéos qui expliquent un peu comment fonctionner. Enfin, il y a tout un sujet d'apprentissage et de formation qui sont des contenus d'hyper bonne qualité en fonction de la verticale aussi dans laquelle on est. Il faut se dire que ça peut prendre du temps. C'est le principal. Et c'est pas magique. OK. Bah, trop cool, franchement, c'était hyper intéressant que tu partages, vraiment montre l'impact que ça peut avoir dans les entreprises et vers quoi on se dirige. Donc c'était hyper enrichissant. Merci franchement pour ton retour d'expérience. J'imagine que ceux qui sont intéressés pour creuser un petit peu ce que vous faites, ils pourront aller sur Pimento Design, créer un compte. Bah, merci Florent et Merci à toi. à une prochaine. Ciao. Salut.